Si un pays côtier peut te taper la poitrine, c'est parce que tu as des pays enclavés en face qui sont tes clients. Ça, c'est clair. Parce qu'autrefois, nous, on pensait que c'est le Mali qui dépendait des pays côtiers, mais aujourd'hui, tous les pays où il y a des ports, ils sont tous à Bamako représentés en compétition. Parce que je peux décider d'utiliser Cotonou. Si Cotonou me fatigue, je vais aller à Dakar. Et il me faut. Donc, moi, je pense qu'être enclavé aussi, bon, c'est une contrainte physique, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Les pays qui ont investi des milliards de dollars, qui se sont endettés pour renforcer les capacités de leur port, mais sinon, on n'utilise pas leur port, ils vont aller où? Donc, quelque part, on va devoir s'asseoir avec lucidité, pragmatisme et trouver des solutions. Donc, moi, je crois que ceux qui disent aussi qu'on va venir, nous, je pense que notre président était très clair l'autre jour. Il a dit que nous, on a pris un chemin de non-retour, il faut que les gens intègrent. Mais je crois que les gens ne prennent pas encore au sérieux, il faut qu'ils le fassent. Mais posez-vous la question, et s'ils ne reviennent pas? Question. Quelle est la réponse? Donc, je crois que prenons les deux options et disons-nous, on est tous des hommes politiques. Je crois que toutes les options peuvent être possibles, mais posons-nous aussi l'autre cas. D'ailleurs, je pense que notre frère du Maroc l'a indiqué, que bon, il y a d'autres initiatives qui viennent. Le Maroc a mis en place cette initiative royale. Ça veut dire qu'on a la CEDEAO, on a d'autres mécanismes, on a d'autres offres. Comme pour les partenariats, là, je crois qu'il y a plusieurs offres, que personne n'ait l'arrogance de penser que je suis la seule voie. Et après tout, nous sommes des pays qui ont existé avant ces organisations. Et donc, je pense qu'il faut que nous intégrions vraiment ces éléments. Madame la journaliste qui est au fond, je pense que je ne vais peut-être pas vous répondre parce que le frère qui est là, qui parle au nom de la société civile, a certainement pris en charge une bonne partie de la question. Mais souvent, on peut juste vous demander où est-ce que vous étiez quand les Maliens mouraient par centaines de milliers à Tombouctou, à Gao, à Kidal, et dans la région de Mopti. Personne ne leur venait au secours. Est-ce que vous êtes interrogé comment ces gens mouraient? Est-ce que ces grandes organisations se sont occupées de ça? Donc je pense que nous considérons que nous passons des difficultés. Personne n'a dit qu'on veut installer des dictatures militaires, etc. Mais on a dit qu'on est en train de construire un État, de créer des conditions pour un retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Mais on est dans un contexte aussi géopolitique extrêmement tendu où des forces travaillent au quotidien pour nous renverser, pour créer des problèmes dans nos pays, y compris en utilisant la presse, la société civile. Au quotidien, le Mali est en train de démontrer des tentatives de déstabilisation. C'est quotidien. Je n'invente pas la chose par rapport à ça. Donc, en résumé, vraiment, c'est dire que nous, l'initiative de l'AES, c'est que vraiment nous voulons compter sur nous-mêmes pour nous en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de partenariat, mais on est sorti du paradigme où on pensait que c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est X, Y, s'il ne me vient pas en aide, je vais mourir. Mais il faut que nous aussi, on regarde en nous-mêmes quelle est notre valeur. Parce qu'on nous a mis dans la tête qu'on est pauvre et nous-mêmes, on est convaincus qu'on est pauvre. Et ceux qui nous disent qu'on est pauvre, ils sont chez nous, même si on les chasse, ils ne vont pas. Donc, quelque part, il faut que nous-mêmes, on change notre regard sur nous-mêmes. Peut-être qu'on n'a pas tout, mais si on changeait la façon de faire, les règles du jeu, si on arrivait ne serait-ce qu'à transformer certaines choses, mais on peut créer des valeurs, ces valeurs peuvent profiter aussi à d'autres. Donc l'AES, nous voulons pouvoir regarder un peu chez nous. On sait que ça sera dur, très dur. Parce que si tu veux compter sur toi, il y a un prix à payer. Et tous les jours, on nous fait payer. Il y a même une guerre économique aujourd'hui contre nos pays. Pour juste montrer que l'exemple, l'expérience ne va pas réussir. Bon, moi je parie aussi que c'est à nous. La réussite ou pas de l'AES ou de toute tentative en Afrique, c'est entre les mains des Africains. C'est à nous. Donc je ne fais pas de promesses aux gens que ça va réussir, ça ne va pas réussir, c'est à nous. Si on décide qu'il nous faut nous unir, il faut nous réveiller, il nous faut serrer la ceinture, bon, ça va réussir. Mais si on pense que c'est Paris, Washington ou Bruxelles qui va décider de notre sort, bon, naturellement, on peut attendre encore. Voilà. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, comme ça, tout le monde peut voir. Merci, Monsieur le Président de séance. C'est vrai que beaucoup d'amis ici seraient surpris que je ne m'exprime pas sur ce sujet-là. Je suis heureux que le débat ait contribué à
dédiaboliser ce qu'on appelle l'Alliance, qui, somme toute, est une réunion de 3 États qui ont décidé de travailler ensemble, de survivre ensemble. Je suis Aurélien Agbenossi. Jean-Paul Carteron m'a fait l'honneur de me demander d'être son conseiller spécial sur les affaires stratégiques et africaines. Il se trouve que j'étais ces 7 dernières années ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin. Mais avant cela, j'ai passé plus de 25 ans aux Nations Unies, d'où je suis parti comme sous-secrétaire général. Et je suis arrivé au Mali comme coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire 10 jours avant le coup d'État de Sanogo qui nous a conduit à tout ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, c'est presque un devoir moral pour moi de m'exprimer dans ce débat pour dire 3 ou 4 choses. La première, c'est que lorsque nous nous engageons, lorsque les États s'engagent à sanctionner les prononciaments, les coups d'État militaires, ils oublient quelque chose de très fort, les coups d'État institutionnels. Au niveau de la population, ça a la même valeur. Lorsque vous venez aux élections par des règles, et que parce que vous voulez perdurer au pouvoir, vous changez ces règles, ça s'appelle aussi un coup d'État. Il est seulement institutionnel. C'est la première chose. Je dis toutes ces choses que j'ai apprises par ma petite expérience de ministre libre qui aujourd'hui donne des conférences à l'université, va parler dans des associations de femmes, que ce soit au Bénin, en Afrique ou en Europe, ou même en Amérique latine. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que les États doivent respecter les règles qu'ils se donnent. Le ministre Abdoulaye Diop, qui a partagé avec moi ce qu'on appelle les valeurs de l'action humanitaire, c'est que, quelle que soit la sanction, quelle que soit la situation de belligérance, on ne touche pas à la dimension humanitaire. On ne peut pas prendre des sanctions qui vont conduire à la mort de bébés, qui vont conduire à la mort des femmes, qui vont conduire à la destruction de populations innocentes qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Et ça, on l'a fait. Et le fait que des institutions, des États, que je respecte parce que je sais que c'est des États sérieux, que le fait que des institutions, des États aient soutenu cette approche, et spécialement, je me suis senti très interpellé lorsque l'ambassadeur du Niger a parlé tout à l'heure. Lorsque des institutions des pays sérieux soutiennent cette démarche, je trouve que cela est inacceptable. Et si notre forum peut rappeler ces principes en disant quand il s'agit d'humanitaire, c'est un no-go en ce qui concerne les sanctions, quel que soit ce qui se passe. Faire vivre les enfants, faire vivre les femmes, faire vivre les populations civiles, c'est une règle qu'on doit respecter. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, vous avez une sorte d'éveil de conscience de la jeunesse. Le paradigme a changé complètement. Lorsque je vais parler dans les universités, les gens m'interpellent. J'ai eu des questions sur l'AES, dans une université du Bénin, où les jeunes disent, mais pourquoi est-ce que vous diabolisez ces États qui se sont organisés pour survivre? Quand au Mali, Kidal est resté occupé pendant des années et que vous n'avez pu rien faire, vous les autres États africains, ils ne parlent même pas des États occidentaux. Et c'est déjà une jeunesse consciente qui ne jette pas la pierre aux puissances extra-africaines. Ils interpellent les autres États africains. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, ils se sont organisés, ils ont trouvé d'autres partenaires. Vous savez, quand un enfant n'arrive pas à trouver à manger, s'il voit le diable qui passe, qui lui propose une baguette de pain, il achète cette baguette de pain et il la mange. Et donc, ça aussi, ce paradigme est en train de changer, où la jeunesse, en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire qu'elle se radicalise, je vais dire qu'elle se conscientise. Et il faut éviter qu'elle se radicalise. Parce que moi, j'ai vécu dans cette organisation qu'on appelle Nations Unies, où c'est l'interdépendance, c'est la capacité de comprendre que nous sommes tous engagés dans un monde commun. Et la pandémie de Covid nous l'a montré. Nous sommes tous vulnérables face à certains défis. Donc, il faut que nous fassions en sorte que les jeunes, au-delà de leur conscientisation, ne se radicalisent pas. Et la dernière chose que je voudrais dire et insister très fortement dessus, et le ministre Abdoulaye Diop l'a dit tout à l'heure, mon frère du Burkina l'a aussi exprimé, c'est vrai, beaucoup de problèmes que l'on exprime aujourd'hui sont en fait des problèmes entre les dirigeants. Les populations continuent de se fréquenter, les populations continuent de vivre ensemble, les populations continuent de se marier, de commercer et de faire beaucoup de choses ensemble. Alors je voudrais que si notre forum, le forum de Crans-Montana, peut faire quelque chose, et j'aime bien ce qu'a dit notre ami le ministre Barrio de la colonie de Saint-Egidio,
c'est que nous ayons une gestion intelligente des crises, que nous comprenions que les sanctions ne servent à rien. Les sanctions ne créent que des frustrations, des radicalisations. Nous devons avoir une gestion intelligente des crises parce que Denis de Rougemont, qui est un humaniste suisse, a dit une chose très importante. Quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. Je vous remercie. Merci.